Antoine Renard, merci de nous retrouver pour cette troisième partie d'entretien. Le président de la République, François Hollande, a fait ses vœux dans l'excitation générale. Il a voulu imprimer une nouvelle voie à sa politique économique. Est-ce que vous croyez à cette nouvelle voie? Est-ce que du moins vous l'avez entendue? Oui, je l'ai entendu, bien entendu, comme tout le monde. Est-ce que j'y crois? Je pense qu'il faut maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, comprendre les moyens qui seront mis. Nous sommes dans une impasse économique extrêmement grave. C'est vrai que nos entreprises ne sont plus compétitives, qu'on a perdu du terrain depuis des années, que donc il y a en effet des choses à faire. Parmi les choses qui sont à faire, il y a la réduction des charges qui pèsent sur les entreprises. Il y a surtout, de mon point de vue, lieu de revaloriser le travail. Et là, j'en parle du point de vue des familles. La meilleure des politiques familiales, c'est évidemment la politique du plein emploi. Il est meilleur pour les familles de pouvoir nourrir leurs membres du fruit de leur travail que du fruit de l'allocation. Il a été introduit cette idée de supprimer la charge, comme on dit, des allocations familiales sur les entreprises, ce qui est une manière de diminuer le coût du travail pour les entreprises. Il y a deux difficultés dans cette affaire. La première, c'est que comment va-t-on payer ces allocations familiales? Est-ce que ça va devenir alors du coup quelque chose qui est d'État, avec tous les risques qu'on peut imaginer? Et l'autre côté, c'est d'exonérer les entreprises de leurs responsabilités sociales et familiales. Ce sujet est assez grave et préoccupant. Mais pour autant, je suis assez d'accord que l'urgence de retrouver les conditions d'un emploi plus large pour remettre tout le monde au travail et que chacun vive de son travail justifie que tous nous fassions des efforts. Et la contrepartie absolue de cette affaire-là, c'est en effet que ça produise davantage de travail. Je ne sais pas quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour le faire, mais moi je dis tout de suite que nos associations familiales seraient assez favorables à un travail auquel naturellement elles doivent être associées pour que ces efforts bénéficient en effet à l'emploi. L'emploi, c'est une priorité française. Aujourd'hui, il y a une question importante, c'est l'emploi des jeunes, avec le problématique de chômage en Europe, avec l'exemple typique espagnol qui sont frappants. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette solution peut être réglée dans un espace français ou au contraire dans un espace européen avec des politiques communes et des succès qui existent déjà comme les projets Erasmus ou l'unification des diplômes? À quel stade ces problématiques doivent être réglées? Je pense qu'il faut les deux et que ce soit complémentaire, mais je pense en effet qu'il y a une dimension européenne du marché du travail qui est extrêmement importante. Il faut que tous les Européens puissent trouver des conditions de développement de l'activité du travail, parce qu'encore une fois, il est meilleur pour chacun de vivre du fruit de son travail. Et c'est vraiment le travail, la responsabilité des politiques que de mettre en place les conditions qui le permettent. Il y a une difficulté majeure dans cette histoire, c'est la globalisation de l'économie. Là aussi, c'est comme pour l'euro dont on parlait tout à l'heure, on est probablement allé trop vite. Avant d'ouvrir le plus largement possible, même si on sait bien qu'il y a des effets bénéfiques sur le développement des pays, on voit le développement des pays émergents, ce qui en soi est naturellement une bonne chose, mais il y a un appauvrissement et une désespérance qui en résulte dans nos pays à nous, qui n'est plus supportable. Donc on est allé trop vite, on devrait d'abord régionaliser les économies, régionaliser le travail, donc avoir un marché du travail européen en effet, avant de se confronter de façon trop vaste et trop large avec des économies qui ne vivent pas sur les mêmes fondamentaux que nous. Il y a là une déficience du pouvoir politique qui a ouvert les vannes à un moment où on n'était pas prêt pour le faire. Alors, en ce sens, vous seriez par exemple pour un protectionnisme à l'échelle européenne? Bien sûr. Et ce protectionnisme devrait-il, selon vous, être accompagné de réformes monétaires qui permettraient d'avoir un euro moins fort? C'est une critique qui a été souvent issue du monde de l'entreprise comme étant pénalisante pour nos exportations. Quelle est votre position à cet égard? Eh bien, c'est toute la question. Nous avons un euro fort parce que les Allemands ont besoin d'un euro fort. Ça ne suffit pas à faire
le bien commun de l'ensemble des Européens. En effet, l'euro est trop fort, il pénalise les exportations d'un certain nombre de pays, il avantage les rentrées pour ceux qui ont une balance commerciale excédentaire, mais ça crée des déséquilibres supplémentaires qu'ensuite on est obligé de rattraper d'une façon que les gens ne comprennent pas, qui les heurte et qui les choque, mais qui est pourtant le fond de l'affaire, c'est-à-dire la solidarité entre familles de nations. Une autre question économique afférente à l'Union européenne, c'est celle de la régulation financière. Pierre Moscovici a été l'un de ceux qui ont vidé de leur contenu la réforme bancaire issue au niveau européen. Est-ce que Force Vie veut, à l'égard de la finance en particulier, avoir une voix dissonante, alternative sur ces questions? Je ne sais pas encore si nous avons un point de vue précis, des propositions précises que nous allons défendre ensemble. Là, on rentre dans des sujets très, très techniques, mais je crois en effet que l'impuissance de la Banque Centrale Européenne, impuissance par rapport à la puissance que pouvaient avoir les banques d'État, les banques centrales d'État autrefois, est très dommageable. On ne peut pas imaginer que les États s'endettent dans des systèmes totalement hors contrôle. Vous imaginez les taux auxquels on a envisagé de prêter aux Grecs en rentrant sur le marché libre. C'est des trucs de fou. C'est suicidaire. En parlant de système hors contrôle, on voit en France aujourd'hui une véritable critique de la légitimité du pouvoir présidentiel et gouvernemental, avec des sondages particulièrement mauvais, et surtout une attitude, un comportement qui ne semble pas convenir à la majorité des Français. Est-ce que ces élections européennes pourraient être pour vous l'occasion de restaurer une part de la légitimité du pouvoir politique, notamment en y instaurant de nouveaux principes comme la force vitale qui a trait à votre groupe? Oui, je crois qu'il faut réhabiliter la politique parce que nous en avons besoin, les hommes politiques, la politique en général a pour mission de mettre en place les conditions du développement de nos vies, et donc ce sujet est extrêmement important. Mais nous avons, nous, une pratique un peu dégénérée de la chose politique pour des raisons diverses. J'espère en effet que parce que nous allons parler d'enjeux qui dépassent nos habitudes simplement françaises, nous allons pouvoir susciter de nouveau l'intérêt pour la chose publique et politique, parce que c'est là aussi une dimension très essentielle de nos vies. Cette dimension essentielle de nos vies, elle peut avoir des racines. La question des racines chrétiennes et des enjeux que ça soulève également vis-à-vis de certaines réformes d'État, comme la liberté de conscience ou le positionnement vis-à-vis de certaines réformes sociétales, a explosé au printemps dernier en France. Comment peut-on aujourd'hui, non pas utiliser, mais prendre en compte, prendre une partie de la force de ces mouvements pour la transposer dans le système politique? Je pense qu'il faut en effet s'adresser aux consciences. On a jusqu'à maintenant fait trop usage d'arguments strictement de raison. Et ça n'est pas suffisant. Et on voit bien qu'en chacun, il y a une conscience. Il y a des choses aussi simples. Par exemple, tout le monde est d'accord pour le fait que c'est pas bien de tuer son voisin. Bon. Et d'où ça nous vient, cette certitude? Ça vient d'une conscience qui est au cœur de chacun. Qu'on a, dans l'histoire récente, un peu oublié parce qu'on a pensé que c'était plus très important que le reste de la construction économique, de ces enjeux, de ces crises, etc. Et puis voilà que ces consciences s'expriment. Ils disent, mais au fond de nous, il y a quelque chose qui nous choque dans la façon dont va le monde. Et bien, nous devons nous adresser aux consciences, et nous verrons que c'est la réponse de ces consciences, et encore une fois, il y en a chez chacun, qui nous permettra de proposer des choses qui réconcilient chacun de nous avec le développement de cette histoire. Vous avez raison, les différentes nations européennes ont, pour la plupart en commun, des racines chrétiennes. On a voulu les faire taire. On a voulu les oublier, les mettre de côté. Non, ce qu'on fait, c'est plus important que l'apport de la chrétienté. Eh bien, on voit bien que, pour autant, ce socle-là qui nous est commun nous dit des choses sur ce que nous pouvons faire
qui est plus important que les constructions des réseaux. Nous célébrons cette année le centenaire de la guerre 14-18, qui préfigurait paradoxalement, mais qui préfigurait tout de même, le lien particulier que la France aurait avec l'Allemagne dans la construction européenne. Est-ce que vous voyez en l'Allemagne notre partenaire privilégié, ou avez-vous une autre attitude vis-à-vis de cette entente? L'Allemagne et la France sont deux grands pays peuplés, développés, qui ont eu des économies florissantes et qui ont eu l'initiative de construire quelque chose de nouveau sur la paix. Ce sont deux peuples qui se sont déchirés il n'y a encore pas si longtemps et qui ont décidé, par la puissance spirituelle de ceux qui en ont eu l'idée, de trouver d'abord la décision qu'on ne se ferait plus la guerre, et ensuite qu'on trouverait les moyens de l'éviter. La première idée, elle était très pratique, très pragmatique, c'était de mettre en commun le charbon et l'acier qui permettent de produire des armes. Si on les met en commun, on ne les utilisera pas les uns contre les autres. Voilà des idées simples pour répondre à des problèmes complexes. C'est ça que nous pouvons retrouver. Je pense que la France et l'Allemagne, qui ont une histoire commune, qu'ils ont réussi à résoudre, une histoire ancienne, malgré tout, qu'ils ont réussi à résoudre, exercent l'un vis-à-vis de l'autre à la fois une proximité et une complexité historique qui a quelque chose d'exemplaire. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce sont deux pays développés, puissants économiquement, qui, quand ils s'assemblent, sont très forts, regardez l'exemple de l'Airbus, et qui peuvent entraîner l'adhésion des autres, mais à condition de ne pas les dominer et de ne pas les écraser. Je vais me tourner maintenant vers un autre pays qui est de nos voisins, l'Espagne, dont certaines récentes réformes ont touché ceux qui sont attachés à la vie en France, ayant trait à la régulation des interruptions volontaires de grossesse. Est-ce que vous vous réjouissez à la veille quasiment de la marche pour la vie de cette réforme, et pensez-vous qu'au niveau européen, ceux qui sont attachés à la vie peuvent avoir des résultats concrets tels que celui qu'on vient de voir en Espagne? Oui, bien sûr, c'est un grand motif de satisfaction. D'ailleurs, je suis très content de savoir que des Espagnols vont venir à la marche pour la vie avec nous tous, parce que cette promotion de la valeur de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, c'est un enjeu essentiel pour notre compréhension à tous de ce que nous avons à faire ensemble. Donc, naturellement, ce signal est très bon. Nous sommes assez déterminés à trouver tous les alliés possibles pour porter cette voix. Il y a cette voix qui est aujourd'hui puissante en Espagne, il y a cette voix aussi en Italie, elle est également en Autriche, elle est également en Hongrie, elle est également un peu partout. Tous ces contacts-là vont nous aider les uns les autres à nous réconcilier avec le sens du développement de nos institutions. Ce sens du développement de nos institutions, il peut paraître parfois un petit peu absent de la conscience citoyenne européenne, et les Français sont, comme vous l'avez noté par ailleurs, de moins en moins nombreux à se rendre aux élections européennes. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la citoyenneté européenne existe autrement que sur le papier, et qu'est-ce qui pourrait en faire la force? Oui, je pense qu'elle existe, notamment des initiatives comme Erasmus et le monde des jeunes. Les jeunes ont tous des amis dans tous les pays. Ça c'est en train de se faire, et c'est très bien parce que c'est charnel, parce que c'est la vie, parce que c'est vivant. Mais si les Européens, les Français en particulier, mais pas seulement, se désintéressent des élections, c'est parce qu'ils ne voient plus que le pouvoir politique est en train de conduire les affaires. Et donc ils s'en éloignent. Il y a d'ailleurs un vrai problème, c'est que qui connaît les députés au Parlement européen? À part quelques figures qui d'ailleurs ne sont pas les plus présentes. À peu près personne. Donc il y a un éloignement qui fait que les gens, bien que conscients de ce brassage des populations qu'a permis la construction européenne, n'ont plus du tout conscience que l'aventure européenne est conduite par la politique. Donc ils s'en désintéressent. C'est trop dommage. Et enfin, une dernière question d'actualité qui aura trait à de la politique politicienne. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ceux qui mènent avec vous la liste Force Vie,
et nous décrire pourquoi, en un mot, vous vous êtes lancé dans cette aventure. Pour l'instant, les plus connus, les plus annoncés sont Christine Boutin, Jean-Claude Martinez, Tobias Teucher et moi-même. Je suis très lié à Tobias Teucher depuis assez longtemps parce qu'il est l'assistant parlementaire d'Anna Záborská, une députée slovaque au Parlement européen, qui est la présidente de l'intergroupe Famille. Et donc, au travers des associations familiales catholiques en Europe, qui sont un de ces lobbies dont on parlait tout à l'heure, nous avons développé depuis longtemps de très bons contacts avec Mme Záborská et donc son assistant parlementaire, Tobias Teucher. Je connais Christine Boutin depuis aussi longtemps, une époque où je m'occupais du mouvement scout, et elle commençait sa carrière politique. On a eu l'occasion de la faire venir justement pour intéresser des jeunes à cet engagement politique, parce qu'elle était capable de rendre compte et de dire pourquoi elle s'y était engagée. Et puis Jean-Claude Martinez, alors que je connais moins bien, c'est Christine qui me l'a fait connaître. Vous connaissez comme tout le monde son histoire et son passé. J'ai fait sa connaissance et découvert, compris que c'était un homme intelligent, capable, extrêmement cultivé, un très bon juriste, qu'il nous apportait un élan parce qu'il est, comme nous, passionné par ce thème de la vie, qu'il avait déjà d'ailleurs utilisé quand il avait été candidat précédemment. Les autres personnalités de la liste, on est en train de discuter avec eux, de les intéresser. D'ailleurs, l'appel est large. Quiconque a envie de rejoindre cette aventure, qui est en effet une aventure, est invité à se faire connaître. Mais j'aurai sur ma liste, par exemple, dans l'Est, un homme qui s'appelle Bruno Lepître, qui est un homme d'entreprise. Nous allons chercher d'autres gens qui ne sont pas forcément aujourd'hui des gens connus, mais qui ont vraiment envie de participer à cette aventure, un peu inédite, mais honnêtement assez enthousiasmante. Merci beaucoup Antoine Renard, nous vous souhaitons bon courage pour ces élections et continuerons à suivre avec intérêt Force et Vie. Merci aux téléspectateurs de Nouvel Arbitre et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.